L'impact d'une conscience claire et d'une énergie pure sur la santé et le bonheur. Voilà. C'est vrai, après avoir relu le titre de cette intervention, je me suis dit, il est un peu long. Alors donc, j'ai décidé de le rallonger et d'ajouter, c'est vrai, à cette idée d'énergie pure, de conscience claire, ceux de paix intérieure et de bonheur. Parce que, en fait, j'ai trouvé intéressant de faire des liens plutôt que de focaliser notre attention sur une seule chose. Parce que l'harmonie, finalement, c'est de relier les différents plans de l'être. Alors, à travers des pratiques variées, c'est peut-être des histoires de vie. Mais là, on a eu un exemple très, très précis à travers le témoignage de Serge et de son travail sur comment rétablir la santé. Notre action au sein du Collège de recherche en anthropologie des techniques du corps, c'était notre intention. On a créé ce collège avec Serge Méret, avec Vincent Béja, Christophe Ogulski. Notre intention, c'était de relier justement, c'est-à-dire de réunir des experts, des chercheurs, des pratiquants, des enseignants, à travers les cultures et les âges, justement, dans le temps et aussi dans l'espace, que ce soit les chamans, les yogis, les maîtres de Qigong et des arts martiaux traditionnels, ou des danseurs, ou des peintres, et trouver ce qui nous ressemble plutôt que ce qui nous sépare, et ce que nous avons en commun, c'est vrai que c'est le corps. Et les pratiques autour du corps, mais le corps n'est pas seulement un corps, c'est un corps qui respire, c'est un corps qui se nourrit, c'est un corps qui sent, ressent les choses, qui porte une conscience, qui le guide. Et c'est vrai que, voilà, notre intention c'était ça, c'est d'organiser ce que nous faisons régulièrement, tous les mois, des rencontres avec des experts pour témoigner, pour partager autour de techniques chamaniques, de Qigong ancestral, archaïque, autour de méditation, toutes ces pratiques qui pourraient satisfaire un des objectifs du FIPAM, c'est-à-dire de transmettre et de maintenir, de partager ces savoirs, et aussi de pouvoir les mettre en œuvre, en tout cas dans notre vie d'aujourd'hui, en quoi ces pratiques ancestrales et encore actuelles peuvent nous aider à mieux vivre au jour le jour. Alors, c'est ça l'idée. Pour ma part, c'est peut-être aussi mes différentes activités au fil du temps. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux passer dans un travail de psychothérapie, de recevoir des personnes qui ne vont pas très bien, de passer mon temps dans des hôpitaux, pour transmettre des techniques de gestion du stress ou des émotions ou en psychiatrie, pour faire face à certains troubles. Et puis d'un autre côté, le lendemain, je serai dans un spa ou dans une thalasso pour transmettre des techniques de bien-être. Et je ne vois pas de différence, je vois une continuité. Cette façon de vivre la vie, et c'est un constat, ce n'est pas un parti pris, que d'observer que quand une personne, par exemple, sort de dépression, après un certain travail, un accompagnement, eh bien elle a envie de vivre. Et à ce moment-là, on passe dans du développement personnel, elle a envie de se faire du bien, comme Didier vient de le témoigner, exactement. Elle retrouve le goût de vivre et elle a envie de bien-être, elle a envie de bonheur, elle a envie de ce plaisir-là, de vivre. Ce sont les revers des mêmes médailles, ce qui m'a aidé à structurer un petit peu mon propos pour ce soir, en me disant, c'est vrai, un peu comme des poupées russes, la santé, le bien-être, la paix intérieure, le bonheur, voilà. Et comment ensuite mettre en place des pratiques ou des comportements ou des activités qui favorisent cette santé, ce bien-être, cette paix intérieure ou ce bonheur, et aussi examiner quelles sont les activités, les comportements qui peuvent entraver notre santé, ou abîmer notre santé, troubler notre paix intérieure, ou notre bien-être, nous empêcher d'accéder au bien-être et au bonheur, en définissant ce que c'est. En tout cas, j'ai été élevé dans ce courant de la psychologie humaniste, et dans les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles, mais pas seulement, mais aussi aux techniques de sagesse que l'on m'a transmises en tant que méditant, en tant que pratiquant d'arts martiaux, mais aussi en tant que yogi. Et ce sont ces techniques-là qui m'aident aujourd'hui, à travers mon activité professionnelle, mais pas seulement, c'est associative, à partager avec d'autres, et puis à recevoir. Si on examine selon cette structure, finalement, sans parler de santé mentale,
de santé psychologique ou de santé biologique, corporelle. C'est vrai qu'il y a des choses simples. Ce ne sont pas parce que ce sont des éléments de bon sens que nous les mettons en œuvre jour après jour. Et puis il ne s'agit pas là non plus d'être parfait, il s'agit juste d'avoir des repères qui nous permettent d'avoir une vie plus équilibrée. Ce qui favoriserait notre santé, c'est simple, hein, c'est bien manger, bien dormir, un mode de vie équilibré, prendre le temps de vivre, hein, la fête avec des amis, se balader dans la forêt, dans la montagne, s'asseoir au bord d'un lac. Des choses simples, mais en même temps qui nous nourrissent. Comment je mange, la nutrition, la respiration sont nos deux grandes sources d'énergie. Et c'est vrai qu'on peut améliorer cette façon de manger, cette façon de respirer, mais aussi le sport. Le sport, l'activité physique, faire bouger son corps. Notre corps a besoin de mouvement. Et si je m'intéresse uniquement à la santé, quand on parle d'énergie pure, je vais stimuler à travers certaines activités corporelles, mais aussi en incluant la conscience. Il y a des mouvements harmonieux, des mouvements qui permettent de développer un corps plus élégant, avec des gestes plus gracieux. Ce qui est mal fait, c'est une leçon des arts martiaux en tout cas, et du sport en général, ce qui est mal fait mal. Donc un geste qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas élégant, pour moi un geste qui n'est pas spontané et spiral, dans ce que j'ai créé au sein de l'école de bien-être Troisième Souffle. Le mouvement spontané, c'est un mouvement spiral, hein, c'est l'une des pratiques aujourd'hui. Et c'est vrai que je m'attache à développer des mouvements en allant vers l'improvisation, cette liberté de laisser son corps s'exprimer joyeusement, spontanément. C'est une démarche, au lieu de reproduire, voyez, des mouvements appris. Mais ça demande une liberté intérieure, ça demande d'avoir l'esprit serein, tranquille, et de ressentir ce plaisir de laisser l'esprit bouger, le corps bouger. Quelle est la nature du mouvement? Quelle est la nature du geste? Et en quoi, alors, entre corps poétique, c'est vrai, et geste spontané, les activités, comment je marche, comment je m'assois, comment je me tiens, tout cela entre en jeu et nourrissent le corps. Le corps se nourrit de mouvement. Quel mouvement? Quelle nourriture? Et ce n'est pas simplement des nourritures diététiques, c'est aussi le chi atmosphérique ou le chi nutritionnel. Il s'agit aussi des nourritures de l'esprit, il s'agit des nourritures affectives, sentimentales. Vous voyez, j'examine les choses les unes après les autres, alors qu'elles sont reliées toutes ensemble. Quand on parle du corps, très rapidement, on s'aperçoit qu'un corps qui bouge avec une extrême conscience, avec des sensations fines, des perceptions que vous pouvez obtenir avec une grande précision, eh bien vous augmentez l'intensité de ce mouvement, l'intensité des sensations, et donc les bienfaits, les bénéfices de ce que vous êtes en train de faire. Et il nous faut une attention très pointue, très aiguë pour percevoir des phénomènes subtils. Le trajet, le parcours, le mouvement de l'énergie dans le corps, ou du souffle, ou du sang, tout ce qui bouge dans le corps, les mouvements très fins. Donc c'est le développement de cette conscience qui permet d'avoir des mouvements du corps qui sont davantage bénéfiques que des mouvements ordinaires qui sont faits comme ça de manière automatique. Je ne dirais pas non pensé, mais je dirais non conscient. Pour ensuite sortir du champ de la conscience pour rester complètement une expression spontanée, intuitive du corps. Non pensé, non conscient. Donc c'est un cheminement. Quels sont les éléments qui, du point de vue de la santé, peuvent être mis en place dans notre vie de tous les jours pour améliorer? On sait par exemple que, en reliant toujours la conscience et le corps, dans les pratiques de la méditation de pleine conscience, je fais référence aux travaux que nous faisons et des recherches que nous faisons dans ce domaine, que ce soit d'autres praticiens comme Christophe André, John Kabat-Zinn qui est à l'origine de ce courant, ou Thich Nhat Hanh également, il n'est pas à démontrer combien cette façon de vivre l'instant présent, que ce soit à travers une pratique corporelle ou sportive ou autre, je fais référence à Feldenkrais également, eh bien, est bénéfique pour la santé et le bien-être. Dans n'importe quelle circonstance de notre vie quotidienne, nous avons une occasion de nourrir notre corps, notre énergie et également notre santé mentale. Je vous donne un exemple, je vais vous donner des éléments précis sur une façon de pratiquer. Le plus courant, c'est les pratiques informelles de la pleine conscience. La pleine conscience consistant à s'asseoir simplement dans une posture correcte pour faciliter la libre circulation des énergies et du souffle. Et puis ne rien faire d'autre que juste être assis et de se centrer sur la respiration tout en sentant son corps. Laisser ce souffle respirer et circuler librement. C'est d'ailleurs le premier, c'est
le sutra de l'établissement dans la pleine conscience, c'est la première méditation que le Bouddha a donnée à ses disciples, parce qu'il est sorti de sa longue période de méditation. Il leur a dit ceci, il leur a dit, lorsque vous inspirez lentement, vous savez que vous inspirez lentement. Quand vous expirez lentement, vous savez que vous expirez lentement. Quand vous inspirez brièvement, vous savez que vous êtes conscient que vous inspirez brièvement, et quand vous expirez brièvement, vous savez que vous expirez brièvement. Et quand vous inspirez et que vous expirez, vous sentez tout votre corps. Et enfin, quand vous inspirez lentement et que vous expirez lentement, doucement, vous sentez que dans votre corps, tout se calme. Voilà le sutra. Et ça, chacun peut le faire très simplement. On rejoint ici la focalisation de l'attention sur un phénomène, et qui rejoint donc vision juste, attention juste, concentration juste. Et en focalisant votre attention, en visualisant ce sur quoi vous focalisez votre attention. Ici, c'est le souffle, mais ça peut être autre chose. Ça peut être de l'énergie, ça peut être une sensation particulière, de relâchement, de détente. En focalisant votre attention, en rétrécissant le champ de conscience comme un projecteur, vous vous concentrez sur le phénomène que vous observez et vous fusionnez. Vous devenez ce phénomène. À un moment donné, si je me concentre sur la grande respiration abdominale ralentie et que je respire lentement, puis je ralentis le souffle, vous respirez de plus en plus lentement et ça n'en finit pas d'inspirer et d'expirer. Vous rentrez dans une conscience qu'on appelle la conscience d'éternité. C'est-à-dire, vous avez l'impression que ça n'en finit pas, c'est-à-dire que c'est infini ce moment où vous inspirez et vous expirez. C'est une façon de vivre l'éternité, c'est un moment d'éternité. Alors la conscience d'éternité, l'éternité est un état de conscience, ce n'est pas une chose en soi qui peut être réalisée. Et à ce moment-là, quand vous vous associez à un phénomène extrêmement calme, tout en vous se calme. Et je peux dire je suis calme. Mais de la même façon, on peut s'associer à quelque chose que l'on regarde, que l'on contemple, dans toutes les pratiques de contemplation. Mais aussi dans une relation. Donc là, on va nourrir la santé psychologique, c'est-à-dire la relation à l'autre, le lien. Ce qui procure notre bien-être, c'est d'être relié. L'univers est amour, et l'amour, c'est un lien. Et quand vous êtes en pleine conscience, en train de percevoir, si vous ouvrez votre champ de conscience, si vous commencez à percevoir notre ami Daniel qui est à côté de moi, même si les yeux sont fermés, et les autres personnes, et la pièce, et la ville, et l'univers, et les étoiles, et quand à un moment donné vous pouvez toucher comme ça les étoiles, juste avec votre conscience, vous êtes relié à elles, et ce sentiment d'unité n'est pas pure imagination, c'est une réalité. Quand vous êtes en face de quelqu'un, cette présence attentive et attentionnée, vous savez, c'est un lien. C'est-à-dire, soit vous êtes là, certaines personnes sont là dans la relation, et pas là, vous préoccupez. Donc la présence pleine, l'attention, quand vous êtes avec quelqu'un, et que vous l'écoutez, que vous le regardez avec intérêt, avec empathie, avec bienveillance. À ce moment-là, il se passe quelque chose, vous commencez à être reliés. Autrement, nous ne sommes pas reliés. Et quand nous sommes reliés, nous commençons à éprouver ce bien-être, mais cette réalité que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Cette conscience de l'interdépendance, je pense à la planète, je pense à l'écologie, comment est-ce qu'on pourrait renverser les choses. C'est par cette conscience de l'interdépendance et par cette conscience que nous sommes tous reliés ensemble. Et par exemple, la compassion, cette attention à la souffrance de l'autre, ou l'amour altruiste, les deux vertus bouddhistes permettront de nous en sortir. C'est la conscience que ce bien-être et que mon bien-être est complètement dépendant du bien-être de l'autre. Je peux avoir l'illusion de pouvoir vivre du bien-être ou du bonheur tout seul, sans que l'autre en face de moi le soit également. Cette conscience vient, elle vient par la méditation. Chacun arrive à y accéder d'une manière ou d'une autre, mais c'est une réalité. Ce sont ces aspects dont je vous parle maintenant, nous permettent plutôt de nourrir la santé psychologique, c'est-à-dire le bien-être. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour améliorer notre bien-être, non pas notre santé, bien manger, bien dormir, faire du sport, équilibrer notre mode de vie,
Ça, c'est important, bien sûr. Mais aussi notre bien-être. Alors, notre bien-être commence par la relation avec soi-même. C'est-à-dire les dimensions personnelles, estime de soi, amour de soi, image de soi, confiance en soi. Amour de soi, c'est ça. Il y a un ordre. Quelle relation j'ai avec moi-même? Cette relation que je viens de vous décrire avec l'autre, renversons-la avec soi-même et vérifions si nous prenons soin de nous-mêmes, etc. Puis ensuite, les dimensions relationnelles. Je m'accepte tel que je suis, avec mes imperfections, et j'accepte l'autre tel qu'il est. J'accepte l'autre tel qu'il est, c'est la bienveillance, c'est la tolérance, c'est l'acceptation d'autrui, la sociabilité, la reconnaissance de la partie bienveillante chez l'autre. Au-delà de ces comportements qui peuvent parfois nous déplaire, et même des comportements, je pense aux comportements violents. Et ces personnes qui souffrent de la violence et qui l'utilisent comme mode de communication ou de survie, au premier abord, quand vous vous faites agresser d'une manière très violente, vous n'avez peut-être pas envie de voir le prince, la princesse derrière le crapaud ou la grenouille qui est en train de vous agresser. Et pourtant, c'est quelque chose qui est intéressant, en tout cas, en termes de réflexion ou d'expérimentation, ce à quoi je vous encourage. Donc ça, c'est pour la santé psychologique et liée au bien-être. La sphère socio-affective, elle a deux aspects. Elle a un aspect bien-être lié à la relation. Je me sens bien et je me sens bien avec l'autre. L'autre participe à mon bien-être. C'est bien, par exemple, d'aller voir un film où vous êtes ravi, c'est un film qui vous a fait plaisir, vous avez passé un bon moment, où vous vous sentez bien. Bon, c'est très différent si vous rentrez chez vous, dans votre chambre, mais si vous rencontrez un ami, une amie, et que vous pouvez partager ça avec cette personne, votre bien-être est augmenté. Et là, il existe véritablement, quand on le partage, pas quand on est seul avec. Bon, seul avec, ça nous fait plaisir, mais ce n'est pas la joie de partager. C'est très différent. Donc l'autre est très présent dans notre bien-être. Il y a un deuxième aspect qui est lié au plaisir et au bien-être, c'est-à-dire d'aller se faire masser. C'est pas simplement se nourrir et être en bonne santé, c'est aussi le plaisir de manger des choses agréables, délicates, ou de partir dans des endroits qui nourrissent la beauté, la grâce, ou de voir des peintures, d'écouter de la musique. On examine ce qui pourrait entraver notre plaisir ou notre bien-être. On va tomber sur, d'un côté, nos difficultés de relation avec soi ou avec les autres, et d'un autre côté, aux difficultés qui sont liées au plaisir ou dans une culture qui n'autorise pas forcément le plaisir. Vous savez, il y a des cultures où le plaisir est prescrit. En tout cas, dans l'histoire, c'est quelque chose qui a existé, qui existe toujours. Beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à vivre ce plaisir. On a une certaine complaisance à la souffrance. Je ne parle pas uniquement d'un point de vue psychologique, mais c'est quelque chose qui est là. Je ne parle même pas des mécanismes d'échec, des émotions mal gérées, des émotions destructrices. Je pense à la jalousie, à l'orgueil, à l'envie, à la haine. Et comment est-ce qu'on peut demeurer dans ces états énergétiques ou émotionnels sans rien faire pour les changer? Ou dans des situations douloureuses qui nous empêchent de vivre bien sans véritablement les changer. Ça, c'est une question. Alors, si j'aborde la paix mentale, autre aspect, donc après la santé biologique ou corporelle, physique, et puis la santé psychologique qui est liée à la relation et aussi à l'accès au plaisir. La santé mentale, c'est la paix intérieure. C'est pas juste de bonnes idées ou ce serait bien si. Non, c'est une pratique. C'est qu'est-ce que je fais tous les jours, qu'est-ce que je pratique éventuellement comme loisir, comme sport, comme art, qui va me permettre d'aller dans ce sens-là. Alors pour la paix intérieure, bon, plus élémentaire, c'est la méditation, mais la méditation, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est simplement être tranquille, s'asseoir, rien faire, être, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit à travers une prière, que ce soit à travers un recueillement, une contemplation, que ce soit à la maison, juste vous vous asseyez, vous ne faites rien de particulier que d'être tranquille, l'esprit serein. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des pratiques que vous pouvez mettre en place, que nous pouvons mettre en place pour favoriser cet accès à la paix intérieure, à la sérénité. Le zen, la pratique des méditations, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et puis chacun son chemin. Seul compte l'effet pour bénéficier. Alors c'est vrai que la pleine conscience, qui est issue du bouddhisme zen et du yoga vipassana, du yoga de l'esprit, est une pratique aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, y compris dans le milieu médical. Je l'utilise beaucoup dans beaucoup de circonstances et je constate combien ça aide et ça fait du bien aux gens. C'est même une révolution parce que ça dépasse le cadre de la gestion du stress ou des émotions ou du mal-être, du mal-vivre. Et souvent les personnes qui ont utilisé ces pratiques
pour aller mieux rétablir l'équilibre, les conserve. John Kabat-Zinn, par exemple, témoigne du fait que dans les programmes de gestion du stress, qui durent 8 semaines, 2 personnes sur 3, je crois me souvenir, qui continuent à pratiquer après avoir été guéris de ce pourquoi ils étaient venus. Alors des pratiques méditatives, contemplatives, ça s'appelle aujourd'hui les sciences contemplatives. Je ne vais pas trop loin sur l'aspect scientifique, mais moi également, effectivement, par mes formations, je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences, et je puise aussi là-dedans. Et c'est le lien que nous faisons avec les techniques ancestrales. Aujourd'hui, on étudie le Qigong, scientifiquement, le yoga, thérapie, et la pleine conscience, la méditation, avec les méditants, les moines bouddhistes qui se sont prêtés aux études scientifiques. Donc je pense aussi à Mathieu Ricard, par exemple. On leur a mis, vous savez, les électrodes, on les a mis dans le PET scan et l'IRM fonctionnel pour voir dans leur cerveau qu'est-ce qui se passait. C'est assez extraordinaire de constater ce qui se passe. Alors ces passerelles avec les cultures du monde, c'est une bonne chose. Alors pour nous, c'est utile. La paix intérieure, la sérénité, beaucoup de personnes la souhaitent, et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des choses simples. Et on a constaté les effets bénéfiques. Un retour à la science, c'est vrai qu'une pratique de la pleine conscience, mais ce sont des choses aussi connues, juste 3 fois par semaine, David Servan-Schreiber l'avait déjà exposé à propos du sport, sans être un assidu, un ascète de ces pratiques. Enfin, au niveau de la santé, oui, il y a beaucoup de conséquences, mais au niveau de notre vie de tous les jours, comment rétablir la sérénité, le calme, parce que nous avons eu un petit peu de chaud, là, quand nous avons été contrariés par un événement un petit peu tourmenté. Comment très rapidement retrouver votre calme? C'est simple. C'est simple, dès que vous savez le faire. Beaucoup de gens restent dans des états un petit peu perturbés, et même peuvent ne pas décolérer jusqu'au soir, ou rentrent à la maison avec cette charge émotionnelle négative qu'ils partagent généreusement avec leur entourage. C'est dommage. Oui. À ce moment-là, par exemple, dès que vous sentez que vous êtes prise dans cela, très simplement, vous prenez quelques instants, pas longtemps, 2 minutes, 3 minutes, vous fermez les yeux, vous sentez bien votre corps, et vous vous branchez sur la respiration, vous calmez la respiration, qui est très lente à ce moment-là. Uniquement cela, vous focalisez toute votre attention sur le souffle, et ce souffle, sentant votre corps qui ondule légèrement, c'est comme une vague ondulante, on va l'appeler chevaucher les vagues du souffle. Très rapidement, ça vous berce, et ça vous conduit dans des états très apaisants, très rassurants. Alors c'est Jung qui appelait cet état le sentiment océanique, c'est très régressif. Le sentiment océanique, c'est le ventre de Manon. Là, nous étions en sécurité totale. C'est un espace de sécurité. On peut rapprocher de la prise de refuge, comme on dit chez les bouddhistes. Mais c'est simple d'accéder à cette sérénité. Et je passe du temps à vous décrire plutôt les effets bénéfiques que les effets négatifs, mais si on allait du côté de la violence, l'agressivité, de la maladie, bien sûr, c'est l'autre versant. D'ailleurs, c'était mon étonnement quand Thierry et Daniel m'ont proposé d'intervenir. Je me suis dit, bon, les arts martiaux, j'ai l'impression d'être passé un petit peu à autre chose, dans les techniques plutôt de bien-être aujourd'hui. Et c'est pourtant, ce sont mes racines que je ne renie pas, c'est là-dessus que je me suis construit. Alors, intervenir dans un colloque sur la préservation des arts martiaux, le mot art martial, et aimer le mot bien-être était là aussi. Alors, je me suis dit, voilà, c'est intéressant parce que c'est exactement mon histoire, de relier le bien-être, la paix aux arts martiaux. Au-delà de l'image, vous voyez, des arts martiaux, guerriers, etc. C'est pas ça du tout, bien sûr. Alors oui, l'agressivité, quand on s'intéresse à ça, la violence dans le monde. C'est intéressant parce que dans cette partie plus sombre de nos dysfonctionnements se trouve la clé de l'harmonie. Quand on comprend comment on réussit à échouer, à ne pas y arriver, à rentrer dans la frustration, qui est la fondamentale. Quand on se connaît mieux, eh bien on arrive à dépasser ça. Donc juste connaître les clés ou transmettre les clés. Ou que quelqu'un nous aide, et à ce moment-là, voilà. Après, à nous de mettre en place ce qui serait bon pour nous. Et c'est la question. Et qu'on se pose peut-être pas souvent, je vous la pose, et je me la pose tous les matins. Qu'est-ce qui nous rendrait la vie plus belle? Est-ce que vous savez ce qui vous rendrait la vie plus belle? Et une fois que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous avez envie d'y répondre? C'est une question qui fait du bruit. Merci.
Merci Jean-Marc. Au-delà de la beauté de votre intervention et de tout ce qu'il peut y avoir de serein et de pacifique, parce qu'on est tous soit en bonne santé, ou on se croit en bonne santé, ou on œuvre à être en bonne santé, on participe dans le mouvement de la vie, mais on vit autour de personnes qui sont quelquefois très mal, qui vont pas bien, et on est très démunis. Alors votre intervention donne beaucoup d'espoir. Et ce que je voudrais souligner, c'est ce que vous avez dit par rapport aux arts martiaux. N'oublions pas, je suis toute petite dans cette histoire, puisque je ne suis pas née au Japon, mais tous ces grands maîtres japonais, puisque je ne connais que le Japon, ont tous parlé quand même d'amour, d'harmonie, et comment je construis mon corps. Et en me construisant, en me connaissant, comment je vais construire l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu des dérives? Et peut-être que les dérives sont nécessaires. Peut-être que toutes ces personnes qui ont œuvré pour développer à travers le monde les arts martiaux ont peut-être eu beaucoup de difficultés, ont créé de la violence ou de l'agressivité parce que c'était difficile. Mais derrière tout ça, il y avait forcément une recherche de sérénité et de bonheur. Sinon les arts martiaux, ils seraient morts. On faisait la distinction à une époque, vous vous souvenez, entre discipline martiale et arts martiaux. Ce que m'évoque votre réflexion, que je trouve très juste, pour être passé, avoir passé, moi également, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, c'est plus de 50 ans, et j'ai suivi ce cheminement d'abord par la violence ou par la compétition, des choses assez dures, que je ne renie pas aujourd'hui, mais que je trouve aujourd'hui pas bénéfiques pour moi en tout cas. Je m'inspire du budo, cette transformation-là qui est intéressante au Japon. Quand on a interdit les sabres, quelle capacité de sublimer cet art du sabre pour en faire une école de vie. Je pense au livre de Jean-Lucien Jazarin, le judo école de vie également. Cette transformation, c'est un coup de magicien, c'est ça qui est important. Ils ont su sublimer, ça veut dire qu'avec quelle intention entraide et prospérité mutuelle, le minimum d'effort, maximum d'efficacité, c'est le Jigoro Kano. C'est cette intention qui compte. C'est pas tellement ce que nous faisons, c'est comment nous le faisons. Et la manière, c'est la voie, c'est Do, c'est la manière de faire qui compte le plus. Ceci dit, l'art est dans la manière, et en même temps, Gandhi disait la violence ne peut pas guérir par la violence. Et l'arbre est dans la semence. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la communication non violente de Marshall Rosenberg, l'intelligence émotionnelle, la pleine conscience. Voilà, ce sont des pratiques qui sont inspirantes. Eh bien, c'est vrai qu'on ne peut pas guérir la violence par la violence. Maintenant, quel est l'effet de ces pratiques quand elles sont pratiquées comme un art, avec les vertus qui vont avec? C'est magnifique. Et l'autre jour, j'avais une personne dans un hôpital psychiatrique qui me disait il avait ça dans son portefeuille, les maximes du judo, la courtoisie, la politesse, etc. C'est magnifique, c'est le courage. Elles ne datent pas, ces vertus. Vous savez, la petite liste comme ça, le respect. On a appris ça quand on était petit au judo. Et aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce que ça ferait du bien à beaucoup de personnes, je ne dis pas simplement les jeunes, parce que c'est facile, de se souvenir de ces préceptes que nous ont apportés le judo et le karaté do, et d'autres kendo, etc. Donc tout ce budo-là était effectivement au service de la paix, au service de la vie. Et c'est ça qui est noble, cette transformation, je trouve, effectivement. Ceci dit, je veux rajouter quelque chose, j'ai envie, parce que je pense à Thich Nhat Hanh avec ses petites pratiques de la vie quotidienne tellement simples et qui seraient souhaitables de diffuser davantage, parce que ce sont des petites choses tellement simples à faire qui ont tellement d'effets bénéfiques dans la vie de tous les jours par rapport à la souffrance que beaucoup de personnes, que nous tous pouvons vivre par moment. Dans les pratiques informelles, par exemple, de faire la vaisselle, alors moi, c'est très courant qu'on traite les sources d'inconfort, et de constater comment nous fonctionnons. Lorsque quelque chose de désagréable se produit en nous, c'est que voilà, nous vivons des frustrations, nous aimerions bien aller vers plus de plaisir, et là on est obligé de se taper ce truc-là. Et de ne pas voir clair à ce moment-là, et vraiment, l'ignorance et l'inconscience sont deux fléaux qui sont énormes. Alors la proposition, c'est de juste accepter, lâcher prise et vivre pleinement ce qu'on a à vivre. Et quand je fais la vaisselle en pleine conscience, c'est vrai que c'est une expérience sensorielle extraordinaire de voir une fourchette comme cela, oui, pour la première fois, avec les couleurs, la lumière qui se reflète, l'eau qui coule, les sensations
du savon sur les mains, etc. Vous voyez, en même temps que je ralentis 3 fois, c'est 3 fois moins vite que de faire la vaisselle comme d'habitude. Et en même temps que je fais la vaisselle lentement, en goûtant pleinement cette expérience sensorielle inoubliable, j'ai bien conscience que je suis vivant là, debout, en train de faire la vaisselle. Et ça, c'est un miracle. Le miracle de la vie, c'est le titre, un titre d'un des livres de Thich Nhat Hanh que je vous encourage à lire, c'est magnifique. Quelle conscience nous avons maintenant là, vous qui êtes assis dans ces fauteuils, d'être vivant. Dès que vous avez cette conscience, c'est la joie qui monte. C'est ça la joie de vivre, elle est là. Elle est là, mais par inattention, par inconscience, on ne se rend pas compte que nous sommes heureux là, dans cette seconde, maintenant. Finalement, maintenant en bonne santé. Et c'est ce que dit John Kabat-Zinn aussi dans les hôpitaux, même avec des personnes qui souffrent, il dit maintenant, regardez bien, ouvrez votre conscience. Il y a plus de choses qui vont bien dans votre vie que de choses qui vont mal. Mais quand on va mal, on focalise toute notre attention sur ce qui ne va pas et plus rien d'autre n'existe. Et si on ouvrait un tout petit peu, ça nous permettrait d'intégrer ce qui ne va pas dans quelque chose de plus vaste. Mais pas que nous, mais aussi nous ne sommes pas seuls. Quand moi je ne vais pas bien, il y a beaucoup de choses qui vont bien et beaucoup de personnes qui vont bien autour de moi. Et ça m'aide. Si je suis relié, ça m'aide. Nous ne sommes pas seuls.